Bonjour Bassam Tan. Bonjour, après ces vacances. Oui, en effet, j'espère que vous avez passé un bon été. Cet été a été l'été des migrants. C'est un sujet qui a été abondamment traité dans les médias, qui couvre un événement mondial comme d'une certaine manière il le crée. On a beaucoup médiatisé le camp nommé la jungle de Calais, les flots de réfugiés sur l'île de Kos, au large de la Turquie, dans la mer Égée, et dans le sud de l'Italie, venant de Libye. Or, c'est un sujet, Bassam Tahan, que vous avez souvent abordé au cours des entretiens que vous avez avec la presse, celui des réfugiés syriens qui forment un contingent, semblerait-il, important de ces flots de réfugiés. Vous en avez parlé lorsqu'ils étaient massés dans des camps au Liban, en Jordanie et en Turquie. Alors comment se fait-il que cette masse de migrants poussés hors de Syrie par la guerre qui s'y continue, comment se fait-il qu'ils passent donc maintenant en Europe via les pays des Balkans? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette évolution? Alors, permettez-moi d'abord de rendre hommage au petit Ilan. Ilan est un enfant syrien de 3 ans qui a été retrouvé hier sur la plage en Turquie, une plage touristique. Je dirais c'est un petit Moïse qui n'a pas pu échapper à l'eau et qui n'a pas trouvé la fille du pharaon pour le sauver. Aujourd'hui, les réfugiés syriens et les autres connaissent ce qu'a connu le peuple juif à travers l'histoire. Errance, persécution. Et ce qui est étonnant, c'est ce silence complice de la part de ce qu'il est convenu d'appeler l'Occident, qui fut à la source du grand problème de ces migrants réfugiés. Vous avez parlé de la Turquie à juste titre. Souvenez-vous, au début de la crise syrienne, les Turcs avaient construit des camps de réfugiés alors qu'il n'y avait pas de réfugiés. À l'époque, j'avais dit que ça sent un peu le complot, parce que la Turquie est chargée par l'OTAN, les puissances de l'époque qui voulaient déstabiliser la Syrie, pour pousser les Syriens, qui ne voulaient pas quitter la Syrie, c'était tout au début, à le faire. Et ça faisait rire les analystes que voilà Erdogan qui parlait d'une éventuelle migration de milliers de Syriens, et les médias turcs de l'époque, secondés par les mainstream en Occident, de dire chaque jour « Ah, il y a eu déjà 15 000, 20 000, aujourd'hui ils sont 2 millions ». Donc, dès le départ, tout a été fait pour déstabiliser la Syrie et vider la Syrie de sa population. C'est clair. Alors, il y a eu les camps de réfugiés en Turquie, à côté d'ailleurs des bases d'entraînement d'islamistes qu'on envoyait en Syrie pour renverser Assad. À quel endroit précisément, Bassam? Alors, il y a eu plusieurs camps, je ne me souviens plus des noms, honnêtement. Donc, mais dans la région d'Antioche ou plus à l'est? Antioche, il y avait à Antioche, il y avait... ça a été cité dans la presse, je vous avoue, ça ne me revient pas à l'esprit. Et les recrues
étaient dans ces camps de réfugiés. C'est-à-dire, quand on a poussé les gens à venir pour enrôler parfois des enfants. Et ça, silence total en Occident. On n'en parlait pas. Au contraire, on montrait la grandeur d'âme du grand Turc qui accueillait ces pauvres Syriens et qui... Alors, je rappelle là que la Syrie a connu une période où elle a reçu, sans aucune aide internationale, des réfugiés kurdes d'Irak. Près de 2 millions d'Irakiens pendant la guerre d'Irak, l'invasion de l'Irak. Elle a reçu beaucoup de Libanais lors de la guerre du Sud-Liban avec Israël. Ça a toujours été, dans ses traditions, un pays hospitalier. N'oublions pas, à l'époque du génocide arménien, ces Arméniens ont été intégrés dans la population syrienne. Ils forment quelque chose d'important dans le tissu social, économique, politique. Les Arméniens de Syrie faisaient leur service militaire, étaient syriens. Toute cette hospitalité n'a pas été payée de retour, malheureusement. Là, c'est vraiment tragique ce qu'on vit. Hein. Et j'irai en accusant encore plus. Il n'y a aucune condamnation de la Turquie pour tous ces actes, des crimes de guerre, de la rétention d'informations, de la désinformation, de la ségrégation, de la discrimination. Et ça, les maîtres de ce jeu sont malheureusement des pays que nous connaissons et où l'on vit. Commençons par la France. J'ai appris récemment, voyez, que dans les ambassades françaises, on nous dit qu'il n'y a pas de demande pour venir en France. D'ailleurs, Fabius faisait un constat dans une émission avec Al-Kabash en disant qu'il y a 60 000 demandes, alors que l'Allemagne, on a combien? 400 000 ou 80 000. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que les gens savent bien que la France ne prend pas de réfugiés. J'irai même plus loin en accusant. J'ai appris de chrétiens syriens ou de musulmans syriens pro-Assad qui se sont vus refuser les visas par excès de zèle de certains employés. On ne veut pas en France de réfugiés syriens qui ne soient pas conformes à la politique boiteuse que mène notre ministre des Affaires étrangères. C'est de la discrimination. Vous avez tout à fait raison, Bassam Tahan, mais je reviens à ma question cependant. Comment est-on passé du moment jusqu'à l'année dernière où les réfugiés syriens se massaient dans ces camps préparés, comme vous le dites, à l'avance en Turquie, au Liban et en Jordanie, à leur passage en Grèce et via les Balkans en Europe de l'Ouest? Il y a cette demande de l'Allemagne à laquelle vous venez de faire référence, mais comment concrètement les flux de migrants ont-ils lieu? Alors vous voyez, ce qui a déclenché ce grand flux aujourd'hui, ce sont les bombardements de la coalition, mais surtout les bombardements de la Turquie et l'intervention. C'est-à-dire, la Turquie, on lui a donné feu vert pour s'attaquer à Daesh. Elle s'est attaquée aux Kurdes syriens et aux Kurdes de Turquie. Et là, je dirais encore une fois, vivement que nos pays se ressaisissent et reprennent d'une manière sérieuse le dossier kurde. On ne peut pas laisser les Turcs au pouvoir islamiste aujourd'hui commettre un nouveau génocide après le génocide arménien, le génocide kurde. Ce petit îlot qu'on a retrouvé sur la plage, n'est-ce pas, sur
sable devrait provoquer un remords chez les Turcs. C'est quand même, il vient de Kobané. Et Kobané, tout le monde sait pourquoi il a quitté son Kobané. C'est qu'aujourd'hui, avec les bombardements... C'est un jeune Kurde alors? Sans doute, parce que Ilan est un nom très courant chez les Kurdes. Sans doute, et venant de Kobané, la population de Kobané est arabe et kurde, mais à majorité kurde. Sans doute donc, ces gens-là sont saisis de peur. Quand ils ne sont pas massacrés par Daesh ou Al-Nusra, ils sont massacrés par les Turcs. Où voulez-vous qu'ils y aillent? En même temps, vous voyez, ça pose un grand problème parce qu'aujourd'hui, être réfugié syrien, c'est donner, c'est pouvoir demander à aller, enfin un visa et à être intégré en Allemagne ou ailleurs. J'ai appris par un ami journaliste qui était à Calais et qui parle très bien l'arabe, que des Égyptiens se faisaient passer pour des réfugiés syriens dans l'espoir d'avoir, n'est-ce pas, une sorte d'indemnité, le statut de réfugié politique, en jouant la carte qu'ils sont anti-Assad. Vous voyez où ça nous mène tout cela. Et c'est qu'au départ, on s'est trompé. Encore une fois, il faut se ressaisir et ne pas aider cette coalition syrienne qui fait partie des criminels. Oui, ce sont des criminels parce qu'ils ont appelé à une frappe aérienne contre leur pays. C'est de la haute trahison. Et ces gens-là, les différents présidents de cette coalition, n'ont eu de cesse de louer l'action des islamistes. Je citerai Georges Sabra, ce chrétien soi-disant syrien communiste, qui a dit que Al-Nusra et Daesh étaient ses frères et qu'ils faisaient du bon boulot. Propos qui ressemblent beaucoup aux propos de notre responsable français. Alors, pour prolonger cette question et rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, il semblerait que pas seulement les bombardements de la Turquie, mais aussi les bombardements de la coalition, comme cela a été rendu public par d'autres médias que les médias français, les bombardements de la coalition qui visent à tels qu'ils le disent, les objectifs militaires de l'État islamique ont une surface opérationnelle, si je puis dire, beaucoup plus large et fait fuir les populations syriennes de terreur dans des régions entières. Or, il semblerait que ces frappes soient peu efficaces. Depuis des mois que l'État islamique se développe en Syrie et en Irak, comment se fait-il qu'on laisse des colonnes de jeeps armés se balader dans le désert sans être plus efficace que cela dans la lutte contre ce cancer? Alors, vous savez, ça me rappelle ce que vous dites, les propos du président Bachar el-Assad, qui avait dit que les frappes de la coalition étaient des frappes un peu esthétiques. C'est-à-dire que c'est comme de la chirurgie esthétique, c'est pas sérieux, c'est pas efficace. Et là, on reconnaît le double jeu que j'avais dénoncé de toutes ces coalitions. Il en est de même de la coalition pan-arabe, entre guillemets, contre le Yémen. Ce sont les civils qui payent les prix. Les organisations humanitaires du monde entier ont dénoncé cela. Donc, on sait que jusqu'à maintenant, ceux qui ont conçu ce Daesh en plan, dans les cabinets secrets de la CIA ou ailleurs, n'ont pas encore acquis la conviction qu'il faut se débarrasser de Daesh très vite. Et là, encore une fois, ces pays-là trouvent leur compte, puisque leur objectif au départ était la destruction de la Syrie. Donc on continue, vous vous rendez compte le nombre de réfugiés. Alors, vous voyez toute la propagande aussi sur les réfugiés. On a dit que ces réfugiés, c'était des anti-Assad.
Au Liban, il y a 2 millions. Quand il y a eu les élections du président, il y a eu près de 400 000 qui s'étaient déplacés pour voter pour Assad. Donc, on se demande comment ces médias occidentaux continuent à désinformer en disant que ces réfugiés fuient la tyrannie du dictateur Bachar el-Assad. Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Ces réfugiés quittent leur pays parce que c'est invivable, parce que les Occidentaux ont permis aux islamistes de couper l'eau, l'électricité. Certes, Bassam Tahan, mais vous faisiez tout à l'heure référence aux Syriens de Calais. Alors, pour en revenir à ces flux de migrants ou de réfugiés qui traversent l'Europe, il semblerait que les réseaux de passeurs, qui sont souvent des réseaux mafieux, puisqu'il a été fait état récemment sur une radio que je ne citerai pas, que par exemple certains réfugiés étaient obligés de passer avec certains lots de drogue, que les passeurs faisaient payer à certains réfugiés qui n'avaient pas les moyens de payer les 5 à 10 000 euros du passage, leur faisaient payer en les obligeant à donner le nom de 50 candidats à l'émigration. Est-ce que vous avez des informations sur ces réseaux de passeurs? Alors vous voyez, maintenant que ces pauvres réfugiés sont un peu les otages des passeurs, des autorités, des territoires qui traversent, ils sont dans des conditions qui ne sont pas enviables du tout. Et c'est là où il faut, encore une fois, intervenir à la source. C'est-à-dire, si vous voulez, parce qu'il y a quelque chose de plus dangereux que le hashish ou c'est qu'il y a des projets chez les islamistes. C'est la conquête de l'Europe. Parce que dans ces réfugiés maintenant, on n'est pas sûr qu'ils sont tous syriens. Qui est là-dedans? Il se peut qu'il y ait des terroristes également. Or, le meilleur moyen de le savoir, c'est de renouer avec Bachar el-Assad et ses autorités pour une coopération technique contre le terrorisme. Parce que est-ce un danger pour ces pays? Bien sûr que c'est un danger. Et vous voyez, ce n'est pas non plus par hasard que les gens veulent aller en Allemagne. Tout le monde sait que l'ex-secrétaire général des Frères musulmans vit en Allemagne. L'Allemagne, il a reçu. Ceci dit, moi, je m'incline devant la magnanimité de Merkel, c'est vrai. Mais les choses ne sont pas si simples, voyez-vous. On ne peut pas réduire le problème de réfugiés à dire voilà, on va arrêter les passeurs en Libye ou ailleurs. Non, ça commence d'abord. Moi, je vous donnerai une condamnation de la Turquie et mettre des moyens efficaces pour empêcher Erdogan dans sa politique meurtrière et criminelle, je le dis. Alors, deuxièmement, évidemment, il faudrait arrêter cette désinformation dans nos médias qui ne vise qu'à encore déstabiliser plus ce monde arabo-musulman. Récemment, c'était en Algérie. Maintenant, pour revenir au problème des réfugiés, voir avec les responsables des pays où il y a des camps, comment organiser le départ de ces gens-là d'une manière juste et répartir cela et contrôler. Parce que, vous voyez, ces camps, c'est abominable. Ça rappelle les camps de concentration et je ne dis pas là, c'est pas une exagération. Regardez par exemple au niveau juridique. En Jordanie, on marie des jeunes filles syriennes de 9 ans, de 10 ans, de 12 ans.
C'est quoi? C'est une sorte de traite des Blanches. C'est de l'esclavage Avec caché. des Jordaniens. Avec des Jordaniens, avec des Saoudiens. Ce n'est pas... Et là, il y a eu plusieurs voix, même qui se sont élevées contre cela en disant mais il y a un problème de jurisprudence, de droit. Comment est gérée la vie sociale dans ces camps, hein? C'est un problème. Et là, tout le monde, personne n'en parle, c'est normal. Maintenant, la petite Syrienne devient un objet, tout simplement, qui se vend, qui s'achète. Et il en est de même en Turquie. On a relevé des cas de viol. C'est-à-dire, on a créé de grosses concentrations, comme des bidonvilles, oui, dans ces trois pays, le Liban, la Turquie et la Jordanie. On y recrute des combattants islamistes. Maintenant qu'on ne veut plus de ces islamistes et qu'on voit que, par exemple, Erdogan ne s'entend plus avec Daesh et certains groupes islamistes, il a peur des gens qui sont dans ces camps. Parce qu'il ne faut pas oublier que les combattants de Daesh et d'autres groupes islamistes ont logé leurs familles, parfois, dans ces camps-là, pour les protéger. Maintenant qu'il y a de l'eau dans le gaz et que ça marche mal, tous ces pays ont peur de ces camps. Alors, ils les entourent de fils barbelés, ça devient invivable. Et c'est là où les droits de l'homme qu'on respecte en Europe devraient pousser les responsables européens à être plus fermes vis-à-vis de la Jordanie, de la Turquie et du Liban. Vous voyez, on ne peut pas continuer ici en Occident à regarder en spectateur ce qui se passe dans ces camps-là de réfugiés. Vous avez tout à fait raison, mais pour revenir à la question du terrorisme islamiste que vous évoquiez tout à l'heure, pensez-vous qu'il y ait une réelle volonté occidentale des États-Unis et des États de l'Union européenne notamment, de lutter contre le terrorisme islamiste au Moyen-Orient et en Libye? Parce qu'on n'a pas évoqué le cas de la Libye, mais il semblerait que la situation soit catastrophique. Les islamistes tiennent Tripoli. Le gouvernement reconnu par les Occidentaux est en exil. Comment voulez-vous, dans ces conditions, réaliser ce que vous proposez de meilleure gestion des flux de réfugiés? Vous voyez, ce qui est dramatique, c'est que ici en France, on écoute beaucoup d'experts, mais peut-être qu'on n'écoute pas les experts dont les analyses n'ont pas été démenties. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, au départ, pour la Libye, j'ai dit que c'était une erreur, c'était des islamistes. Quand le général Younes a eu les yeux crevés enlevés, je leur ai dit, ça c'est une action islamiste. Je l'ai dit sur LCI, enfin bref. Si vous voulez, la situation est très grave. Elle est grave pour nous, Français, Européens. Elle est grave parce qu'on a vendu notre âme, on perd nos valeurs. On va avoir un flux de migrants très important, désordonné, qui risque de déstructurer notre société. Et ça, il faut se mettre ça devant les yeux, hein. Donc, à mon sens, le problème syrien est très urgent. Il faut absolument le régler. Et cela, je le dis et redis et répète, il faut congédier, limoger ces responsables de la coalition qu'on a reconnue, la coalition syrienne. La source du mal est là, parce que ces gens-là ont fait croire à Alain Juppé, à Fabius, que l'histoire d'Assad était une histoire de quelques jours, que tout le peuple le détestait, que ceci, que cela, qu'il fallait y aller. Et ils ont poussé la Turquie a hésité, elle a joué le jeu. Nous voilà dans dans de mauvais draps. Et il est vraiment encore temps d'agir avant que ce soit une grande catastrophe à ce moment-là. Pas uniquement pour le peuple syrien et les peuples arabes qui souffrent, mais pour les peuples européens.
Bassam Tahan, nous avons commencé à aborder l'Afrique du Nord avec la situation en Libye, mais il semblerait que la contagion islamiste guette un autre pays considéré comme stable jusqu'à présent, c'est l'Algérie. Avez-vous des informations sur cette extension de l'islamisme à cet État très important d'Afrique du Nord? Vous voyez, aujourd'hui on assiste à un Daesh qui est un peu dispatché, passez-moi le terme, dans le monde entier. Il a commencé par le monde arabe parce qu'il y a un milieu, on dit en arabe, qui couve quoi. C'est comme une couveuse qui les encourage. Or, comme on a implanté dans la tête de ces fanatiques, qui n'étaient pas de Daesh forcément, tout simplement les fanatiques tout court en islam, contre les minorités, voilà que surgit le problème d'une minorité qui vivait paisiblement, qui était très active. Ce sont les ibadites du Mzab, ce sont des kharijites. C'est encore une autre section de l'islam qui est très riche, très intéressante. Et on essaye de créer de faux problèmes entre eux et la majorité sunnite. Et ça, vous savez, il y a des minorités partout. Hein. Il y a des minorités ethnico-religieuses au Maroc, en Algérie. Quel pays n'a pas de minorité? Vous voyez? Et je crois qu'il faut absolument, mais absolument, arrêter cette déstabilisation et être plus vigilant dans nos médias sur les informations, ne pas dire n'importe quoi, parce qu'il y va de la dignité du journaliste, de l'opinion. Je ne sais pas, l'affaire des deux journalistes contre le Maroc, mais c'est honteux. Enfin. Bref. Et cette volonté de déstabilisation de l'Afrique du Nord, de l'Algérie et du Maroc, là, que vous venez de citer, elle vient d'où? Alors cette volonté de déstabilisation, ça fait un peu partie de services secrets de différents pays. C'est-à-dire, je vous rappelle que Dumas, quand il a parlé des Anglais, de sa rencontre avec des Anglais qui voulaient l'associer à la destruction de la Syrie, ça vous donne un peu une idée de ce qui se trame. Je ne suis pas du tout complotiste, hein, loin de là. Hein, mais le jeu des forces entre les variables et les constantes fait que aujourd'hui le monde arabo-musulman est dans le collimateur de beaucoup de forces qui veulent le détruire. Et vivement que la France ne perde pas ce choix historique de dire non à tout cela, toutes ces manœuvres et manigances. Merci Bassam Tahan, je vous souhaite une bonne rentrée ainsi qu'à tous nos auditeurs. Merci Eurasie Express et restez toujours dans la dissonance.